Bonjour à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont connectés. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes, il est 11h pile, que tout le monde nous rejoigne. Et puis après, on débutera. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a de nouveaux participants. Comme je disais juste avant, on attend encore une petite minute que tout le monde nous rejoigne et puis on va démarrer rapidement. Bonjour. Nous sommes basés avec Alban qui est avec moi à La Rochelle. Donc, pas très loin de Constant. Bon, il est 2, je vous propose qu'on démarre. Donc, merci à tous d'être présents donc, pour ce nouveau webinaire sur la facturation électronique. Là, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de décrypter toutes les questions qu'on a eues les plus fréquentes récemment et de les reparcourir avec vous. Donc, moi, c'est Floriane, je suis responsable communication chez celle-ci et je suis accompagnée d'Alban, qui est notre chef de programme facturation électronique, donc notre experte sur le sujet. Bonjour à tous. Pour reparler rapidement quand même de celle-ci, qui on est avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous, celle-ci, on est une solution française, à la fois de gestion commerciale et financière. Donc, aujourd'hui, on va parler plus de la partie financière avec la facturation, mais voilà, on couvre ce scope complet. On existe depuis 17 ans. Depuis 17 ans, on était initialement en 2009 un outil de facturation. Après, on s'est développé pour couvrir la gestion commerciale également et toujours pour les TPE-PME spécifiquement. Aujourd'hui, on a 50 000 utilisateurs parmi nos clients. On a 150 personnes, donc 150 collaborateurs basés entre nos bureaux donc de La Rochelle, notre siège, et Bordeaux. Notre service client également et nos consultants formateurs sont internalisés. Nos données sont hébergées en France et on a aussi tout un panel de connecteurs et de partenaires intégrés à notre marketplace. Comme je vous le disais, voilà, aujourd'hui, on va rester focus sur la facturation, mais voilà, nous, celle-ci, on est une solution 100% intégrée et on couvre l'ensemble du cycle client. Donc aujourd'hui, on va parler effectivement facturation. Nous, celle-ci, on est une plateforme agréée qui est inclue dans notre module facturation, mais on propose un outil aussi avec d'autres modules complémentaires qu'on peut prendre en complément, comme la vente, donc le CRM avec tout ce qui est gestion de contact, création de devis, le marketing aussi pour l'envoi de campagne, et également la gestion de trésorerie. Donc voilà, aujourd'hui, si vous choisissez celle-ci pour votre facturation, parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'une mise en conformité par rapport à la réforme. Si demain, vous avez besoin de d'autres cas d'usage, ce sera possible sur la même plateforme avec d'autres outils complémentaires. L'idée, l'avantage aussi de cela, c'est que ça vous permet de réunir l'ensemble de vos collaborateurs sur un même outil et d'évoluer sur un même outil que vous maîtrisez déjà. Voilà un petit peu pour cette introduction. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Sachez que donc, le webinaire est enregistré. Vous le recevrez donc le replay dès qu'il sera terminé. Comme ça, vous pouvez le reconsulter ou le partager à d'autres collaborateurs si besoin. Vous avez un onglet en bas. Donc, vous avez un onglet chat que vous avez trouvé puisque voilà, on a vu vos messages. Juste à côté de l'onglet chat, il y a un onglet questions. On vous invite à privilégier cet onglet-ci puisque c'est plus facile pour nos équipes du coup, qui sont en backup, donc Laurine et Maya, qui pourront répondre plus facilement à vos questions. Puis ça vous permet aussi de voter pour les questions que vous trouvez intéressantes. Donc nous, ça me permet de choisir aussi les questions qui me paraissent les plus importantes. Donc voilà, je vous invite à privilégier cet onglet. Et le webinaire va durer à peu près 30-45 minutes. On se laissera le temps peut-être de prendre quelques questions à la fin s'il y en a encore.
Voilà, c'est parti. On va revenir un petit peu quand même sur ce qu'est cette réforme de la facturation électronique assez rapidement avant de rentrer dans les questions spécifiques et un peu plus techniques. Donc sur les enjeux de la réforme, donc à la fois pour l'administration, la base de la réforme, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Pour les sociétés, l'idée, c'est que ça simplifie aussi leurs usages, que ça leur permette à terme de gagner du temps et donc de baisser leurs coûts et d'avoir une sécurité aussi renforcée grâce à la digitalisation. Voilà, donc celle-ci, on accompagne vraiment les TPE, PME dans cette réforme de bout en bout. Et on nous a remis juste les 2 échéances de cette réforme. Donc la première qui arrive cette année en septembre, donc l'obligation de réception pour toutes les entreprises et l'obligation d'émission uniquement pour l'instant pour les grandes entreprises et les ETI. Et il y a une seconde échéance donc, qui arrive en 2027 qui est l'obligation d'émission des factures qui concernera donc aussi les indépendants, les TPE et les PME l'année suivante. Les grands principes de la réforme en 3 points, c'est donc la fin des factures papier. Quand on dit papier, c'est aussi les PDF qui ne seront plus des factures conformes. Il y aura des formats avec vraiment des données structurées, des normes précises et donc des formats spécifiques à utiliser. On y reviendra dans les questions parce que c'est des questions qui reviennent souvent sur les formats. Il y aura également il y a la mise en place des plateformes agréées, donc les PA, vous devez entendre pas mal parler de ce terme aussi. Nous, celle-ci, donc on est plateforme agréée et en fait, ces plateformes agréées permettent tout simplement l'échange de factures en parfaite conformité puisque les plateformes agréées elles sont certifiées par l'État. Et enfin, l'automatisation fiscale, on le disait avant, parce que tout ça permet en fait de partager directement la donnée à l'administration fiscale. Donc, en résumé, les sociétés aujourd'hui doivent s'équiper obligatoirement d'un outil conforme, donc d'une plateforme agréée, un outil de facturation qui va leur permettre cette mise en conformité, donc comme on l'est chez celle-ci. Donc voilà, je vous l'ai dit juste avant, effectivement, ce que vous devez regarder, c'est effectivement que l'outil soit certifié et figure parmi la liste des plateformes agréées que vous pouvez retrouver. Nous, depuis l'année dernière, déjà, on a obtenu cette certification. Donc vous pouvez aujourd'hui compter sur celle-ci et à la fois pour l'émission et la réception des factures, la première échéance étant la réception. Et donc nous, on vous garantit au travers de ça des échanges sécurisés et une transition simple vers la réforme. Voilà, maintenant, on va rentrer vraiment dans ces questions les plus répandues. C'est vrai que, comme je vous le disais, nous, on est plateforme agréée depuis l'année dernière déjà. On travaille sur la réforme depuis de nombreux mois, voire années. Donc on a organisé beaucoup de choses, beaucoup de webinaires, on a participé à de nombreux événements. Et du coup, on a répertorié pas mal de questions qui revenaient souvent. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de les adresser comme ceci. Donc la première, on va dire, grande thématique, on l'a présentée juste avant, mais c'est vraiment la notion de plateforme agréée et de flux également qui revient souvent puisqu'il y a différents flux concernés et c'est des notions qui peuvent paraître parfois un petit peu complexes. Donc je vais laisser Alban vous en parler. Donc, la première question, c'était quelle est la différence entre e-invoicing et e-reporting? Alors, c'est 2 notions clés en fait de cette réforme. Le e-invoicing, c'est donc émettre et recevoir des factures au format électronique dans le cadre des transactions entre assujettis. Donc, c'est en France, en B2B. Parce que en tant qu'assujetti, vous allez vous retrouver dans l'annuaire, on y reviendra plus tard. Et donc, vous êtes concerné en tant qu'assujetti par cette réforme. Et si votre client aussi est assujetti, donc est un professionnel, vous pourrez lui envoyer des factures et lui vous pourrez les recevoir aussi. Donc ça, c'est vraiment le e-invoicing, l'échange des factures électroniques. Et il y a le e-reporting. Ça concerne toutes les transactions, vous le voyez ici, donc en France, mais avec des particuliers, ou les transactions à l'international. Et le e-reporting, en fait, c'est simplement transmettre vos données de facturation et les données de paiement à l'administration fiscale pour que les déclarations TVA à terme soient pré-remplies et en tout cas que l'administration fiscale ait connaissance des transactions que vous faites aussi à l'étranger.
Voilà, donc ça peut être aussi le e-reporting de l'acquisition dans le cadre du e-reporting B2B d'acquisition, mais à l'international. Là, ce schéma, normalement, vous permet de vous situer un petit peu plus facilement sur les flux qui vous concernent. Voilà, en fonction des transactions que vous faites, est-ce que c'est avec du B2B exclusivement? Est-ce que c'est avec du B2B et du B2C? Est-ce que c'est aussi à l'international? Et puis, il y a toujours la bloc Chorus Pro qui n'évolue pas. Si vous transmettez des informations, des facturations avec la sphère publique, ça passera toujours par le portail Chorus Pro. Passe à la question suivante. Faut-il obligatoirement une plateforme agréée d'émission en plus d'une plateforme agréée de réception pour envoyer ses factures? C'est vrai que voilà, on sait qu'on peut en choisir plusieurs. Donc, Alors, oui, il faut forcément du coup une plateforme de réception. Donc, c'est ce que Florian a dit tout à l'heure. La première échéance du 1er septembre 2026 concerne la réception pour tous. Donc là, toutes les sociétés qui sont assujetties et donc concernées par la réforme doivent s'équiper d'une plateforme de réception pour recevoir les factures électroniques des fournisseurs. Et concernant l'émission, vous serez obligé de passer par une plateforme d'émission, plateforme agréée pour émettre vos factures, pour qu'elles soient transmises en fait à l'administration fiscale d'une part et à la PA de votre client d'autre part. Alors, nous, dans une logique de simplification des flux et des process, on propose du coup dans la licence facturation le module achat pour la réception de factures fournisseurs et le module facturation pour l'émission des factures. Donc, si vous prenez un abonnement chez celle-ci, vous aurez le module achat et le module facturation, donc la possibilité de recevoir et d'émettre des factures en toute conformité. Mais voilà, sachez que si vous avez déjà un logiciel de facturation, il faut vous assurer qu'il puisse déjà générer une facture conforme et ensuite qu'il puisse aussi la transmettre via une plateforme agréée. Ouais, ça veut dire que même si la première échéance est uniquement sur la réception, le fait de s'équiper aujourd'hui d'un outil comme celle-ci vous permet d'être déjà finalement prêt pour la prochaine mise en conformité de 2027. Peut-on déclarer plusieurs PA, donc plusieurs plateformes agréées, d'émission et de réception? Alors oui, c'est possible. Une entreprise peut choisir une ou plusieurs plateformes agréées déjà pour la réception. Ça va dépendre un peu de l'organisation de votre entreprise. En fonction de vos besoins opérationnels, en fait, par exemple, pour gérer plusieurs établissements physiques ou plusieurs types d'achats, admettons, vous avez un logiciel qui gère vos frais généraux et d'autres qui seraient des produits en fait, que vous achetez et que vous revendez et vous les gérez dans deux plateformes différentes, deux outils différents. Du coup, vous allez déclarer plusieurs plateformes de réception et ça va être géré grâce à des codes de routage qui seront enregistrés dans l'annuaire par la PA. Donc, côté réception, voilà, c'est les codes de routage qui seront enregistrés par la PA dans l'annuaire et du coup, vos fournisseurs pourront venir consulter cet annuaire pour savoir à quelle adresse vous envoyez vos factures. Et côté émission, ça va dépendre en fait de vos outils et de vos process. Faut imaginer, vous envoyez une facture, là je reviens sur le papier justement, vous envoyez une facture papier à votre client, que vous l'envoyez depuis la boîte aux lettres qui est à côté du bureau ou celle qui est sur la place du village, votre facture, elle sera quand même transmise à votre client. Ben là, c'est le même principe. Vous utilisez deux logiciels de facturation qui, du coup, sont connectés à une PA ou qui sont PA directement. Ça ne fait pas de différence. La PA va chercher l'adresse de réception de votre client dans l'annuaire et transmet les données. Donc, pas de blocage là-dessus. On peut avoir plusieurs PA d'émission et de réception. Ça peut être aussi une PA d'émission et une PA de réception. Voilà, ça va vraiment dépendre de votre organisation et de vos process. On reviendra un petit peu plus à la fin du webinaire sur la partie organisationnelle et vous verrez qu'effectivement, aujourd'hui, il est important pour vous de vraiment regarder au sein de votre organisation quels sont vos flux, la manière dont vous êtes organisé pour arriver à déterminer justement si vous avez besoin d'une ou plusieurs PA.
on y reviendra un petit peu plus tard. Mon client n'a pas déclaré de plateforme agréée, comment lui envoyer ma facture? Alors, et je pense que ça rejoint un peu la question que j'ai lue en diagonale là, de Clémence. Donc, avant le 1er septembre 2026, les envois vont continuer par mail parce que vous n'avez pas forcément de plateforme d'émission. Il va y avoir en fait une année un peu transitoire et certaines entreprises peuvent participer au pilote de la DGFiP. Donc ça, le pilote, c'est une phase de test en fait qui a été mise en place là depuis à peu près 2 semaines par la DGFiP. Donc c'est sur la base du volontariat. Les PA peuvent inscrire des clients dans cette phase pilote pour commencer l'échange, donc émission-réception de facture X. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va mettre en place aussi chez celle-ci avec nos clients. Et puis, après le 1er septembre 2026, du coup, tout le monde devra avoir déclaré une plateforme de réception. Et donc là, si vous êtes prêt à émettre des factures, vous pourrez envoyer la facture à votre client via l'APA, parce que tout le monde sera en mesure de recevoir. Donc, il va y avoir une petite période de transition entre 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027, parce que toutes les entreprises ne seront pas prêtes à émettre. Donc, même si vous êtes en mesure de recevoir, vous allez peut-être encore continuer à recevoir des factures par mail, mais à partir du 1er septembre 2027, ce sera uniquement via l'EPA. On va passer maintenant au format. On en a parlé un petit peu en introduction, le fait de ne plus pouvoir utiliser des factures papier, des formats PDF, mais plutôt des formats structurés. Donc, on va revenir sur ces notions. Et on va aborder aussi la typologie de documents commerciaux, notamment les avoirs et les notes de frais. Donc, quels sont les formats obligatoires? Alors, il y a... Floriane l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de la facturation électronique, on doit respecter du coup des normes et envoyer les factures dans un format structuré. Il y a 3 formats, le facture X, le C2I ou l'UBL. Chez celle-ci, on va générer du facture X, donc c'est le format hybride dans lequel vous allez avoir un PDF qui sera lisible par l'homme, donc vous aurez toujours l'aperçu de votre facture, en tout cas de votre document, parce que ça va être facture à avoir. Et vous le verrez, vous pourrez toujours le transmettre par mail si besoin, mais on va associer ça au XML. Et c'est ce format XML qui va transiter par les plateformes. Donc, c'est le format en fait, qui va être lu par les machines. Et c'est ça qui sécurise la donnée. En fait, c'est vraiment le XML. On envoie les données via les PA. C'est du coup des données qui sont lues par les robots, que sont les PA et le PPF. Le C2I, c'est uniquement le format XML et l'UBL, c'est le format XML qui est privilégié pour les transactions internationales. Donc, nous, on va générer le PDF et le XML, comme ça, vous aurez quand même un aperçu d'une facture, plus les données structurées qui seront transmises du coup au PA. Que deviennent les avoirs? Alors, les avoirs, je l'ai dit très rapidement, ils sont exactement soumis à la même logique, aux mêmes exigences. Donc, une plateforme agréée va permettre l'émission, de la réception et la transmission des avoirs via du coup les PA dans un format structuré, le même format que les factures. Et de la même manière, du coup, les factures d'acompte et les factures d'avancement sont concernées par ces flux parce que ce sont de réelles factures qui sont comptabilisées. Donc, chez celle-ci, on gère la facturation d'acompte, la facturation d'avancement. Donc, si vous allez créer une facture d'avancement, elle sera générée au format facture X, e-invoicing, et passera du coup par les PA aussi. Pareil pour les avoirs. Donc, si jamais vous avez, vous, en tant que fournisseur, besoin d'émettre un avoir, vous pourrez le finaliser dans celle-ci, et une fois qu'il sera finalisé, il sera transmis à votre client via les PA. Et les notes de frais sont-elles concernées? Alors, là, oui, elles sont concernées. La réforme prévoit que toutes les notes de frais qui sont supérieures à 150 € soient traitées comme des factures électroniques. Ça veut dire que si jamais, à partir du 1er septembre 2026 ou 2027, en fonction de ce que vous avez décidé, vous allez chez un restaurateur
et que le repas dépasse 150 €, vous pourrez lui donner votre numéro de sirène et lui pourra du coup émettre une facture directement, qui sera transmise directement à votre société via le système de PA. Et du coup, vous allez quand même la payer sur place et elle sera gérée comme une facture déjà payée. Donc ça, c'est un cas d'usage qui est prévu dans le cadre de la réforme. Et pour toutes les factures qui sont, enfin les notes de frais qui sont inférieures à 150 €, il faudra les traiter comme aujourd'hui dans votre outil de gestion de notes de frais. On va passer à l'annuaire, donc la notion de PPF dont vous avez déjà sûrement entendu parler, et à tout l'écosystème voilà, qu'il y a autour de la facturation électronique. Donc, comment s'articule la transmission des données? Donc là, on a un schéma un peu complet qui vous donne un aperçu de tout ça. Voilà. Donc, sur la gauche, vous avez la partie émission. Donc là, on a pris l'exemple d'un client qui fait l'émission et la réception sur celle-ci. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'avoir le même outil pour l'émission et la réception. Donc, vous allez émettre votre facture, là, sur la partie gauche. Le fournisseur émet sa facture dans son logiciel de facturation et va la finaliser. À partir du moment où elle est finalisée, elle va être transmise d'une part au client sur sa PA de réception et d'autre part à la DGFiP. Il y a cette notion de PPF ici qui gère en fait l'annuaire des assujettis. Donc l'annuaire des assujettis, il est géré par la DGFiP et toute entreprise assujettie peut se retrouver dans l'annuaire. Donc c'est un annuaire qui est public que vous pouvez aller consulter. Hein, si vous tapez sur Internet annuaire des assujettis, vous allez vous retrouver dans cet annuaire. Et c'est dans cet annuaire-là qu'on va enregistrer, nous, en tant que PA de réception, vos adresses de réception. Donc, quand on émet une facture, l'APA d'émission vient interroger l'annuaire pour savoir quelle est l'adresse de mon client, quelle est l'adresse de facturation électronique de mon client. Une fois qu'il a récupéré cette information, il transmet l'information à l'APA de réception et ensuite à l'outil de gestion des factures fournisseurs du client. Donc ça, c'est les deux flèches qu'on voit qui font un V là. On interroge le PPF, ensuite on envoie les données. Les PA ensuite communiquent entre elles avec ce qu'on appelle les statuts en fait, le cycle de vie de la facture. Donc vous voyez, c'est un système bien rodé où les PA communiquent entre elles, communiquent aussi avec la DGFiP pour transmettre les informations de facturation et les informations de paiement. Et donc, on vous a remis là le petit bloc Chorus Pro. Donc, les transactions Chorus Pro ne transitent pas par ce système-là. On garde vraiment le portail public pour Chorus Pro. Et donc, chez celle-ci, on a un connecteur qui vous permet de déposer les factures sur le portail public. Donc, 3 notions importantes là. Il y a l'APA d'émission, l'APA de réception et le PPF qui, lui, va en fait gérer du coup l'annuaire, les cycles de vie des factures et qui va centraliser en fait toutes ces données pour les transmettre du coup à la DGFiP. Comment et quand s'inscrire dans l'annuaire de la facturation électronique? Alors, je l'ai dit rapidement, vous êtes inscrit par défaut à l'annuaire des assujettis si vous êtes assujetti. C'est la DGFiP qui gère cette inscription à l'annuaire. Il est en cours de... la DGFiP est en train de justement le mettre à jour pour bien inscrire toutes les sociétés. Je sais qu'il manque quelques sociétés encore qui ne se retrouvent pas, mais ça va être mis à jour d'ici septembre, ne vous inquiétez pas. Donc, quand on parle d'inscription annuaire, en fait, c'est pas les PA, c'est pas vous qui les gérez, c'est la DGFiP. Par contre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est choisir la PA de réception. Donc, jusqu'au 1er septembre 2026, vous devez sélectionner une PA de réception, donc celle-ci, par exemple. Et nous, en tant que PA de réception déclarée, donc vous allez signer un mandat, en fait, qui nous donne le droit d'aller mettre à jour votre adresse de facturation électronique dans cet annuaire.
Donc, c'est ce qu'il faut faire, en fait, là, pour vous préparer à recevoir les factures pour le 1er septembre 2026. C'est sélectionner votre PA de réception qui, elle, sera en charge de mettre à jour votre adresse dans cet annuaire. Et comme je le dis, c'est un annuaire qui est public et qui est consultable par tous à tout moment. Je n'ai plus l'adresse en tête, mais si vous tapez sur Google annuaire de la facturation électronique, c'est le premier résultat. Voilà, donc vous, la seule démarche, c'est vraiment la déclaration de votre PA de réception. Tout le reste est géré en amont par l'État et après par votre PA qui va vous accompagner. Mon outil de facturation peut-il s'intégrer avec d'autres logiciels, notamment les logiciels comptables? Oui, alors effectivement, un logiciel de facturation n'est pas forcément un logiciel comptable à l'image de celle-ci. Par contre, vous allez pouvoir les connecter. Il n'y a pas de raison, en fait, cette réforme, elle concerne vraiment la déclaration à TVA. Donc, il n'y a pas de raison que vous changiez vos process de facturation. Il suffit, c'est juste le canal d'envoi des factures qui est modifié. Donc, vous avez votre logiciel de facturation qui permet d'émettre des factures conformes. Vous envoyez vos factures et c'est après, sur l'étape suivante, qui est la partie comptable, en fait, qu'il est intéressant de vous connecter au logiciel comptable de votre expert comptable, parce que du coup, ça va vous permettre en fait, de transmettre les données comptables à votre expert comptable qui n'aura pas besoin d'aller récupérer sur votre logiciel toutes les données. L'intérêt en fait, de cette réforme, c'est justement de ne plus avoir à aller chercher les justificatifs à droite et à gauche, de scanner les factures, etc. Tout est numérisé. Et donc, la transmission des données se fait plus facilement, justement grâce à ces connecteurs en fait, entre le logiciel de facturation et le logiciel comptable. Voilà. Donc, le but, c'est de gagner du temps pour vous et pour votre expert comptable, de mettre en place ces connexions. Chez celle-ci, on vous a mis les principaux connecteurs qu'on a avec des logiciels comptables. Donc, la facturation se fait dans votre outil de facturation dans celle-ci. Et une fois que la facture est comptabilisée, elle est transmise automatiquement du coup, au logiciel de votre expert comptable via ces connecteurs. Maintenant, on va passer à la notion de coût, forcément, qui revient souvent, mais aussi, comme je le disais un peu en amont, d'organisation en interne pour vous. Donc, quel est le coût de celle-ci PA? Voilà, c'est assez simple. Celle-ci PA, c'est inclus dans votre abonnement. C'est-à-dire que si vous souscrivez à une licence facturation dans laquelle vous avez le module facturation et le module achat, vous serez en mesure d'émettre et de recevoir vos factures. Donc, c'est juste le coût de l'abonnement à celle-ci, donc la possibilité d'émettre, enfin de faire vos factures et de les envoyer. Et pareil pour recevoir vos factures d'achat. Voilà. Après, en fonction des plateformes agréées, ça va différencier. Donc, c'est sûr qu'avant de souscrire à une plateforme, il faut bien avoir en tête cette notion de coût. Il peut y avoir des plateformes qui vont facturer à la facture, voilà, sur le niveau volumétrique, etc. Chez celle-ci, on est transparent là-dessus. C'est inclus dans votre abonnement. Donc, vous pouvez retrouver tous nos abonnements disponibles. Les tarifs sont publics sur notre site. Et en termes d'organisation, voilà, pourquoi anticiper en fait dès maintenant, sachant que on parle de septembre, donc c'est dans quelques mois, mais voilà, qu'est-ce qui rentre en jeu en amont? Donc, trimestre 1, on est en plein dedans, s'informer. Donc, si vous êtes là, c'est justement vous cherchez de l'information sur la réforme de la facturation électronique. Donc, connaître les échanges clés, on les a dit, 1er septembre 2026, 1er septembre 2027. Comprendre la différence entre e-reporting et invoicing. En fait, vous situez, vous, dans cette réforme. Est-ce que vous allez devoir faire du e-reporting ou exclusivement du e-invoicing? Donc, ça dépend si vous faites de la facturation à l'international, si vous facturez des particuliers, uniquement du professionnel. Donc là, ce qui est vraiment intéressant, important, là maintenant, c'est de vous situer en fait dans cette réforme pour pouvoir, à partir du trimestre 2, bien choisir votre ou vos plateformes. Vous allez analyser vos flux. Vous allez peut-être
modifier, peut-être structurer un peu mieux votre organisation interne pour anticiper en fait cette réforme. Voilà, actuellement, comment vous traitez vos factures fournisseurs? Est-ce que voilà, c'est dans une bannette et puis c'est quelqu'un en interne qui va traiter, qui va scanner les factures? Dans quel outil? Voilà, comment vous gérez tout ça pour bien choisir votre plateforme de réception, votre plateforme d'émission? À partir du trimestre 3, du coup, une fois que vous aurez bien sélectionné votre plateforme, que vous aurez signé les mandats, que vous serez inscrit, enfin, que votre adresse de facturation électronique sera bien enregistrée dans l'annuaire des assujettis, vous pourrez commencer à tester du coup l'envoi, la réception de factures. Donc bien paramétrer votre plateforme, parce que souvent, en tout cas, par exemple, si vous utilisez celle-ci, il y a des petits paramétrages à mettre en place. Par exemple, juste tout simplement, la première étape, ça va être de déclarer vos informations société. Ça veut dire que vous allez déclarer à celle-ci vos données sirène pour que nous, on puisse aller interroger l'annuaire des assujettis et voir si vous êtes assujetti et vous proposer du coup de signer un mandat. Donc voilà, c'est ça qu'on entend par un paramétrage des plateformes. Et puis voilà, mettre des petits tests pour rassurer tout le monde en interne. Et puis, au trimestre 4, du coup, ce sera du coup l'activation de la réforme, la mise en place de la réforme. Donc, vous allez pouvoir vraiment recevoir des factures électroniques qui seront émises par vos fournisseurs. Et puis, du coup, vous être en conformité. Puis voilà, en fait, ça va se lancer petit à petit comme ça. Donc, nous, on a découpé ça en 4 étapes parce qu'on pense que déjà, ça passe par de l'information. Hein. Vous avez dû commencer à voir, là, depuis 15 jours, apparaître à la télé ou à la radio, ou même sur les réseaux sociaux, la campagne de communication de la DGFiP. Là, je l'ai dit, le pilote se met en place doucement. Le pilote, c'est du coup les tests entre les plateformes agréées et les 3-4 premiers clients. Alors, de plus en plus, hein, je dis 3-4, mais je crois que là, ça commence à s'étoffer. Voilà, les clients qui sont déjà prêts, parce qu'ils ont été entourés très rapidement de leur expert comptable, ou eux ont été précurseurs dans cette réforme. Mais si vous n'êtes pas encore prêt à tester, vraiment, il n'y a pas d'urgence. La réforme, elle est encore en train d'évoluer. Hein. Il y a eu 2 nouveaux cas d'usage déjà la semaine dernière. Donc, il n'y a pas d'urgence à tester. Là, il faut s'informer pour ensuite bien voir quels sont vos process pour ensuite prendre les bonnes décisions. C'est important d'anticiper aussi pour ne pas être dans l'urgence au mois de septembre et sélectionner une plateforme qui ne répondrait pas à vos besoins. Mais voilà, vous êtes encore dans le timing si vous commencez tout juste à vous informer de cette plateforme. La preuve en est, c'est que la DGFiP commence tout juste à communiquer vraiment sur cette réforme. J'en profite juste pour dire que là, j'ai parlé des cas d'usage. C'est quelque chose qu'on reviendra plus tard sur cette partie-là. Juste sachez que dans la réforme, il y a à ce jour 44 cas d'usage. Donc, les cas d'usage, en fait, c'est par exemple la facturation. J'en ai parlé tout à l'heure avec les notes de frais, une facture déjà payée. Comment est-ce que je la traite dans ma plateforme de réception? Voilà, il y a beaucoup de cas d'usage, la facturation d'acompte, les notes de frais, voilà, il y en a 44. Et donc, on fera, nous, des petites sessions comme ça, webinaires, sur la façon dont les cas d'usage peuvent être gérés dans celle-ci. Voilà, j'ai mis une facture d'acompte, qu'est-ce qui se passe concrètement dans celle-ci, comment je crée ma facture, comment mon client va la recevoir, qu'est-ce qui va être envoyé quelles sont les informations, quelles informations vont être envoyées à la DGFiP, quelles sont les informations que moi je vais recevoir après au niveau des statuts de facture, etc. Ça, on reviendra plus dans le détail en faisant des démos sur le fonctionnement de celle-ci dans les mois à venir. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs en commentaire s'il y a déjà des cas d'usage, vous, que vous avez identifiés, qui vous intéressent particulièrement. Ça nous permettra aussi de les traiter en priorité. Donc voilà, n'hésitez pas à nous partager ça. On les retraitera derrière et on pourra vous recontacter aussi en direct pour vous donner des éléments là-dessus. On arrive à la fin de ce webinaire.
On va regarder s'il y a quelques questions auxquelles on n'aurait pas répondu. On a encore 5 petites minutes. Donc, pour rappel, sachez que vous allez recevoir le replay du webinaire. Donc, vous pourrez le consulter et le transférer si besoin. On va vous envoyer aussi un e-book qui récapitule un peu justement toutes les questions là qu'on aborde aujourd'hui, mais pas que, on en a d'autres dedans, donc vraiment sous forme de questions-réponses assez synthétique qui peut vous aider aussi dans toute cette phase qu'on a vue de préparation à la réforme. Je ne sais pas si tu as vu des questions. Ouais, je vais regarder du coup je regarde les questions auxquelles Maya n'a pas eu le temps de répondre. Concernant les notes de frais, Eddy, donc comme je dis, c'est des notes de frais qui sont supérieures à 150 € qui sont concernées qui doivent rentrer dans le cadre de la réforme. Pour tous les autres, il faudra effectivement garder les justificatifs. Alors, soit votre expert comptable vous dit de les charger sur un outil de gestion de notes de frais parce que c'est plus simple, soit il continue à récupérer les justificatifs papier. Voilà, ça, après, au niveau des péages, frais kilométriques, la réforme n'est pas encore ferme et définitive là-dessus. Mais en tout cas, voilà, c'est une note de frais au-dessus de 150 €. Quels sont les éléments à renseigner lorsque je crée un nouveau client pour que l'envoi de facture se passe correctement? Alors, il y a des notions, des notions obligatoires à mettre sur des factures. Dans celle-ci, on va obliger à renseigner aucune donnée. Enfin, on va rendre aucun champ obligatoire, a priori, sur la fiche du client. Cependant, ce serait très intéressant pour vous d'avoir le numéro de sirène, le numéro de SIRET, le numéro de TVA intracommunautaire, parce que lorsque vous allez faire une facture pour ce client, vous serez bloqué si vous n'avez pas ces données-là, parce que c'est des données qui sont obligatoires sur la facture. C'est des champs qui sont disponibles dans celle-ci. On ne les rend pas obligatoires parce qu'il y a toujours des clients qui n'auront pas les données au moment de la création du client, etc. C'est des données qui seront disponibles parce qu'on est connecté à l'annuaire. Donc, si vous tapez vous recherchez le nom de votre client, ce sera chargé automatiquement. Donc, on va vous faciliter la saisie des clients et des données obligatoires au niveau de la facture. Donc, au niveau des éléments à renseigner sur le client, c'est SIRET, sirène, numéro de TVA intracommunautaire. Et après, sur la facture, il y a des données telles que la description qui sera obligatoire, donc la description du produit que vous vendez, les dates de paiement. Il y a beaucoup d'éléments qui seront obligatoires pour que la facture soit conforme. Et ça, chez celle-ci, il y aura bien évidemment un contrôle de ces données obligatoires lorsqu'on va détecter que vous êtes assujetti, vous avez signé un mandat auprès de celle-ci, et que le client que vous facturez, grâce à son numéro de sirène, justement, on saura s'il est assujetti, lui, et si vous devez lui envoyer une facture électronique. Edouard, du coup, les factures traitées en provenance de clients étrangers qui n'ont pas de facturation électronique, du coup, ils vont vous les envoyer par mail. Et dans celle-ci, sur le module achat, il fonctionne déjà, notre module achat, via l'import de factures. Donc, vous pourrez importer manuellement vos factures qui viennent de l'étranger. Et on a un système d'OCR qui va reconnaître des lignes de facture. Et donc, Maya complète en disant qu'on a des informations à ce propos sur notre FAQ. Alors, que se passe-t-il si je déclare celle-ci en PA de réception et Penny Lane interfacée avec celle-ci? Alors, c'est ce qui va se jouer justement sur l'adresse de ce que je disais, code de routage, en fait. Vous allez déclarer, en fait, admettons, celle-ci PA de réception pour justement les produits. Admettons, vous revendez des produits et vous voulez pouvoir piloter vos marges dans celle-ci parce que vous faites votre facturation dans celle-ci. Vous allez mettre un code de routage qui va permettre à vos fournisseurs qui vous vendent ces produits-là d'envoyer les factures dans celle-ci. Et Penny Lane, par exemple, pourrait gérer les frais généraux. Et donc, il y aura un autre code de routage, en fait, pour diriger les factures de frais généraux dans Penny Lane.
Par contre, si effectivement vous ne déclarez pas de code de routage, il n'y aura qu'une seule adresse en fait. Il ne peut pas y avoir de doublons parce que dans l'annuaire, il n'y aura qu'une seule adresse de facturation électronique si vous ne déclarez pas de code de routage. Donc, il n'y aura pas de doublons, c'est sûr, même si on est interfacé. Si vous déclarez celle-ci comme adresse de facturation de réception, nous, on va réceptionner vos factures et ce qu'on va envoyer dans PennyLane, c'est des factures qui seront déjà traitées. Et donc, ça ne retransitera pas déjà vers la DGFiP. Et en fait, on envoie les factures et les données comptables directement dans PennyLane. Pour le e-reporting, est-ce que ma PA fera l'envoi des informations à l'État? Oui, on va gérer le e-reporting. Alors, sur l'envoi automatique, il faudra voir parce qu'il va y avoir forcément des cas clients. Mais en tout cas, on va vous générer le e-reporting en tant que plateforme agréée. Et puis, j'ai l'impression que toutes les questions ont été répondues. J'ai l'impression aussi. Dans tous les cas, on refera le tour. Si jamais on en avait oublié, on les a, donc on vous recontactera. Dans le chat, il y en a peut-être une. Alors, je vois la question de Max concernant la SCI. Alors, normalement, il faudrait qu'on fasse peut-être un échange où vous vous rapprochiez de votre expert comptable, mais pour moi, vous êtes au moins concerné par la réception. Parce que potentiellement, vous allez recevoir des factures. Typiquement, si vous avez des travaux à faire dans votre appartement location saisonnière et que du coup, vous allez recevoir une facture, vous devrez recevoir une facture électronique, donc au moins une plateforme de réception. Je pense que tu as répondu à tout avec l'aide de Maya. Bon, voilà, comme je vous le disais, si jamais on n'en a pas vu passer, on reviendra vers vous. Merci à tous pour votre présence. Voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions complémentaires, on y répondra. J'envoie une de Brigitte. On pourra faire nos factures comme d'habitude avant de l'envoyer à la PA. Oui, en fait, c'est vraiment le canal d'envoi qui change. Mais il n'y a pas de... Et puis après, bien évidemment, des notions obligatoires qui vont être ajoutées. Et chez celle-ci, justement, on travaille à la mise en conformité de nos factures. Mais sinon, il n'y a pas de raison. Enfin, le but, c'est pas de charger. Alors, c'est sûr que pour les entreprises qui facturent encore via Excel, les process vont changer. Mais voilà, il faut. Sinon, vous utilisez celle-ci. C'est un logiciel de facturation. On est plateforme agréée, donc certifiée par l'État. Donc, les factures qui seront émises seront conformes. Une dernière question de Christophe, mais je pense que c'est similaire à celle qu'avait Alain. Maya était en train d'y répondre. Okay. Donc, pas assujetti en tant qu'auto-entrepreneur sans TVA. Alors oui, attention entre pas assujetti et exempté. Hein, c'est deux choses différentes. Donc vraiment, si vous voulez confirmer le fait que vous soyez assujetti ou pas, vous pouvez vous rechercher dans l'annuaire. Mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a encore quelques failles dans cet annuaire. Mais demandez confirmation à votre expert comptable qui saura vous dire si vous êtes concerné par cette réforme ou pas. Voilà, parce que quand vous êtes exempté, c'est différent de pas assujetti. Voilà, et bien écoutez, merci à tous. Bonne journée et puis à une très prochaine fois, enfin très bientôt pour un prochain webinaire. À bientôt, au revoir. Au revoir.